toutes et à tous, ravis de vous accueillir pour cette deuxième semaine dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec comme invité aujourd'hui François Bersani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental Yvelines SGP Police. À vos côtés, Erwan Barillot. Bonjour. Bonjour. Politologue et auteur de l'ouvrage intitulé Le Président liquide. Nous accueillons également Alexis Ouakim-Anseur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et chroniqueur. On va discuter, débattre ensemble des différentes thématiques de l'actualité. Cette dernière information, François Bersani, selon laquelle il serait fiché S, ne vient-elle pas qu'ajouter de la consternation à la situation? Non, Barbara Klein, parce qu'en fait, il y a une mythologie autour du fichier S. Il faut savoir que le fichier S, ça n'est qu'une famille de fiches au sein du fichier des personnes recherchées, comme des mineurs en fugue, comme des évadés, comme des personnes recherchées pour des recherches judiciaires. Et S, donc, c'est la lettre de l'alphabet qui a été attribuée à ces faits-là pour la sûreté de l'État. Et donc, au titre de la sûreté de l'État, vous pouvez avoir des mouvances ultra-gauche, ultra-droite, enfin toutes les personnes qui sont soupçonnées un jour peut-être de nuire à l'État. Si cette personne était par contre au fichier FSPRT, le fichier des signalements prévention d'actes de terrorisme, et bien là, à ce moment-là, c'était déjà plus affiné. On avait déjà, le spectre se resserrait. Le fichier des personnes recherchées, vous avez entre 300 000 et 400 000 personnes qui sont inscrites fichier S dans ce fichier des personnes recherchées. Le FSPRT, c'est un peu plus faible, vous êtes plutôt entre 10 et 20 000 selon l'activité des services de sécurité intérieure. Donc en fait, qu'il soit au fichier S ne démontre pas d'une qu'il a pu commettre des infractions, ne vient pas appuyer un dossier, c'est juste un outil de signalement pour toutes les forces de police ou de gendarmerie de France. Si elles le contrôlaient de façon aléatoire, elles savent qu'elles sont en présence de quelqu'un qui est signalé pour des comportements qui puissent être déviants. Mais ça n'est pas Ce que vous nous dites, c'est que finalement, ça ne change pas grand-chose et il était suspecté d'être anti-républicain déjà avant de savoir... Voilà, c'est pas ça qui peut alimenter le dossier, qui peut charger la barque, on va dire, au niveau du passif de M. Iqiyoussen. C'est pas ça qui aurait servi, par exemple, d'élément fondamental dans la décision du tribunal administratif ou du Conseil d'État lorsqu'il va être appelé à statuer sur ce cas. Est-ce qu'il faut craindre ce bras de fer finalement qui s'engage entre le ministre de l'Intérieur et la justice? François Bersani. Alors pour nous, il y a ce bras de fer parce que le mode d'action là, qui a été utilisé était de toute façon dès le départ fragile, parce que quand on privilégie comme ça une expulsion, on va dire administrative, il y a plus de risques en effet de voir des juges administratifs venir casser cette procédure que si on était parti au judiciaire. Par exemple, le ministre de l'Intérieur là assène que M. Iqiyoussen a commis plusieurs types de délits. Donc des délits liés à la discrimination, des délits liés à l'antisémitisme, des délits éventuellement liés au racisme. Tout ça, ce sont des délits avec les provocations, la haine, etc., où on peut traduire monsieur comme quelqu'un d'autre devant un tribunal. Et si vous traduisiez ce monsieur devant un tribunal et s'il était condamné, ensuite une interdiction du territoire français, donc délivrée par l'autorité judiciaire. On a beaucoup d'étrangers qui sont expulsés après une condamnation. Cela aurait pu être fait pour d'ailleurs M. Iqiyoussen ou quelqu'un d'autre. Dès lors qu'on n'a pas choisi... Comment vous expliquez du coup le sens qu'a pris cette procédure ? Parce que en fait, vous avez un embranchement avec la procédure où on peut privilégier ou la procédure administrative ou la procédure judiciaire. Pour la procédure judiciaire, peut-être que certains de ces faits étaient prescrits, peut-être que certains de ces faits n'étaient pas publics. Donc dans ces cas-là, l'infraction n'est pas constituée parce que les faits sont tenus entre, par exemple, M. Iqiyoussen et quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi une notion de publicité pour retenir certains faits. Et puis, je pense que pour une question de rapidité, le ministère a aussi choisi cette voie-là, parce qu'on sait que les méandres de la justice, si on avait dû traduire M. Iqiyoussen pour XXX délits, le temps que les voies de recours s'épuisent, mais au final, en ayant attrapé la bobine par un certain bout du fil, on voit aujourd'hui que des obstacles se dressent. Est-ce qu'on se prend les pieds dans notre propre système, François Bersani? Alors là, on est aussi sur une question de souveraineté par rapport à des lois supranationales. Il faut savoir que là, on fait beaucoup de buzz sur ce fondement qui a été retenu par le tribunal administratif. Il faut se rappeler que là, le tribunal administratif, en fait, statue dans ce sens parce qu'il estime que c'est trop disproportionné et qu'on va désolidariser une famille. C'est ça le principal argument, qui d'ailleurs est lié à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est que quand on expulse une famille, un homme qui a toute sa famille en France, on casse un noyau familial. Sauf qu'on rappelle que la Commission européenne des droits de l'homme
a validé, s'est prononcé en faveur de cette expulsion la semaine dernière. Toujours un fameux article 8 dans la Convention européenne des droits de l'homme qui du coup est transposé en justice administrative en France. Et pour sortir de ce cas-là, moi qui ai jusqu'en janvier dernier, qui traitais des procédures d'éloignement de personnes en situation irrégulière, qui étaient placées en retenue administrative dans les commissariats dans lesquels j'ai travaillé, eh bien, on avait déjà ce fondement qui était retenu ou auprès du juge de la liberté de la détention ou auprès donc des juridictions administratives, tribunaux administratifs ou cours administratifs d'appel, parce que les juges, en appliquant certaines dispositions qui viennent en effet au départ d'une convention européenne, estimaient que l'étranger ne pouvait pas être séparé de son noyau familial, surtout quand il avait une femme française, des enfants nés en France. Là, monsieur est né en France, il a 5 enfants, 15 petits-enfants, où tout le monde est né en France. Mais c'est déjà, pour vous dire que là, on fait beaucoup de buzz sur ce sujet-là, mais c'est le quotidien en fait des forces de police qui ont ce verrou déjà, qui constatent ce verrou juridique appliqué par les juridictions administrative. Donc IQSEN ou pas IQSEN, c'est un motif régulier de non-expulsion, de non-reconduite à la frontière. Monsieur Ciotti connaît très bien la loi, et là, il fait semblant, en tout cas, de ne pas ou de la méconnaître, parce que quand il utilise le terme automatique, il faut savoir qu'en France, il n'y a aucune automaticité dans les peines, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Alors, en effet, nous le déplorons parce que notre organisation, l'ITGP Police, depuis de nombreux mois et années, demande des peines, par exemple, incompressibles. C'est ce qu'on appelait avant les peines planchées, des peines incompressibles qui obligeraient en tout cas les magistrats pour les infractions envers les forces de l'ordre, les élus, les personnels soignants, les personnels d'éducation, à avoir un minimum de peine et après le quantum de peine prévu au code pénal. Et même ça, pour l'instant, ça n'est pas possible. Donc c'est pareil pour les expulsions, enfin pour tout ce qui est peine administrative ou judiciaire. Il faut toujours l'appréciation d'un juge, même sur les interdictions actuelles qui existent du territoire français prononcées par des juges. Ils peuvent la prononcer ou ils peuvent ne pas la prononcer. Il n'y a pas d'automaticité. Et si on voulait mettre en place, alors on peut le vouloir, d'ailleurs notre organisation le souhaite pour certaines natures d'infractions, mais il faudrait passer par la Constitution, parce que même si on fait une loi, on sait que les lois nationales eh bien, sont très souvent déconstruites par des réglementations ou des lois supranationales qui, du coup, elles, ne prévoient pas d'automaticité des peines. Donc, à part la Constitution, je ne vois pas comment on pourrait recourir à des peines automatiques. En tout cas, radicalité islamique. François Barsani, est-ce que ça rajoute au désarroi des forces de l'ordre qu'on entend régulièrement nous dire on agit, mais on manque de moyens derrière, on manque d'application de la part de la justice Que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les personnels de justice avec lesquels on travaille au quotidien, nous, ce qui nous surprend, pour utiliser un terme sympathique, ou voire on est atterré souvent, c'est qu'on est toujours dans la politique du diagnostic. C'est-à-dire qu'on fait des diagnostics, on fait des réflexions, alors que les problèmes sont identifiés depuis des années. Les solutions qui sont prônées par les praticiens du droit ou de la sécurité, comme nous sommes, sont tout le temps, on alimente en permanence nos ministères de revendications pour faire améliorer les politiques publiques en matière de sécurité, et on continue à réunir des conciles pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Alors quand on annonce un grand débat à l'Assemblée nationale, je ne vois pas ce qu'il y a neuf, puisque l'Assemblée nationale c'est un terrain de débat, enfin ça a toujours été... alors là, heureusement, ce n'est pas un grand débat public qu'on va mener encore sur 6 mois, mais on a l'impression que souvent faire du débat, c'est faire de l'action. Mais non, nous, ce qu'on attend, c'est des actions concrètes, c'est mettre en place, par exemple pour la sécurité, tous les attendus du Beauvau de la sécurité, c'est faire voter enfin cette loi de programmation, cette LOPMI, orientation programmation du ministère de l'Intérieur, mais continuer à débattre. Après, bon, c'est ce que nous faisons ici, mais peut-être que ce que nous faisons ici, ça devrait se limiter à ici, et puis une fois dans les sphères de décision, c'est nous décidé. ne sommes pas l'exécutif, voilà, je vous le confirme. Si les sphères de décision ne décident plus et consultent et débattent, alors là, je ne sais pas qui va décider, à part le peuple, du coup, lors des scrutins. On le ressent au quotidien, ça, François Barsani, dans le travail des forces de l'ordre, où elles sont malheureusement... elles croulent sous le poids des missions qui leur sont désormais attribuées. On le ressent particulièrement grâce à la mobilisation et à l'arrivée de nouveaux effectifs d'un certain type de services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Pour la police nationale, par exemple, on a en effet recruté beaucoup d'effectifs pour la direction générale de la sécurité intérieure. On a également recruté beaucoup d'effectifs, par exemple, à la direction centrale de la police judiciaire sur la plateforme Pharos, une plateforme qui est avec des cyberpatrouilleurs chargés
détecter ou la haine en ligne ou des comportements en ligne qui pourraient être aussi de nature en matière de prosélytisme ou en matière d'invitation au terrorisme, etc. Donc il y a eu des renforcements de certains services d'enquête, de renseignement qui aujourd'hui arrivent à en effet déjouer des faits. Et puis il y a aussi, grâce à un renforcement par exemple des patrouilles sentinelles, un renforcement sur certains sites de la présence de police pour détecter des comportements et les signaler. Particulier, justement, de parfois pousser des individus seuls, des électrons libres à passer à l'attaque. On se souvient de ce qui s'est passé à Rambouillet, le 23 avril 2021, l'assassinat d'une policière dans un sas d'un commissariat. C'est tout le problème avec cette menace islamiste, c'est le côté très sourd et parfois individuel de la menace. Le plus compliqué pour nous, forces de sécurité, c'est que ce terrorisme est devenu protéiforme. D'une, il est protéiforme, donc il peut être, on appelait souvent ça des loups isolés, mais il peut y avoir des loups isolés, c'est pas le plus fréquent. Il peut y avoir aussi des petits réseaux qui, pour autant, ne sont pas non plus des réseaux très préparés comme on avait dans les années 80. Ce qui est plus difficile aussi, c'est qu'on n'a plus de réseaux qui viennent de l'étranger, c'est du terrorisme, on va dire, endémique, issu de gens qui se trouvent déjà sur le territoire. Pour la plupart des cas, en tout cas, c'était un peu plus facile à l'époque quand c'était des groupes armés qui venaient de l'extérieur et qui se projetaient en France. On pouvait, grâce à la coopération européenne, détecter des mouvements. Là, aujourd'hui, quand c'est du terrorisme avec des gens qui sont dormants et qui, du jour au lendemain, on ne sait pas toujours, mais en tout cas se sont radicalisés ou en tout cas ont un passage à l'acte soudain, c'est plus compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui, le terrorisme attaque principalement quand même les forces de sécurité, que ce soit militaires, on avait vu à l'aéroport d'Orly, que ce soit des policiers, on l'a vu à Magnanville, on l'a vu en effet à Rambouillet avec notre collègue Stéphanie Montfermé, on l'a vu avec des enseignants comme Samuel Paty. Donc aujourd'hui, il y a plus un ciblage quand même sur des représentants de l'État. Alors certes, on a encore du terrorisme un peu aveugle, comme avec le Bataclan, mais voilà, c'est ce côté protéiforme qui rend difficile pour cibler et prévenir des actes. Voilà, on en avait annoncé 300 François Bersani, mais là on a fait le compte, effectivement, 103 policiers l'année dernière en plus, 30 en début d'année, 65 aujourd'hui et 100, dit Gérald Darmanin, d'ici la fin de l'année, on arrive à 298. On y est, vous êtes satisfait de ce déploiement d'effectifs ? Alors pour mes collègues et mes homologues de mon organisation qui sont sur place dans les Bouches-du-Rhône, eux, ils attendent encore par rapport aux promesses 100 effectifs, parce qu'il faut toujours rappeler que quand le ministre annonce l'arrivée de 100 collègues, il y a les départs naturels chaque année par le biais des départs à la retraite, des mutations, et donc en fait ce n'est pas un solde, c'est une arrivée de 100 nouveaux, mais quand sur 100 nouveaux vous avez en même temps 20, 30, 40 ou 50 qui partent chaque mois de septembre dans le cadre des mutations, au final c'est ça la communication politique. On n'est donc pas sur le compte annoncé. On n'est pas sur le compte, et en plus si on revient, la fameuse promesse des 300, ça n'était pas pour mettre 300 policiers de plus comme ça n'a jamais été, c'était juste pour revenir à un chiffre de départ au début, on va dire, du quinquennat en 2017. Donc là, c'est revenir à l'équilibre, et pour autant, la population a beaucoup augmenté. On sait que Marseille est un territoire très très vaste, plus vaste que Paris, et donc si on veut réintroduire, si on veut réoccuper l'espace public, ça ne nous suffira pas. On se rappelle quand Emmanuel Macron était venu, vous aviez fait beaucoup de reportages sur des points, des checkpoints, on en a aussi des points de contrôle à l'entrée des cités. Je ne sais pas s'ils ils ont disparu aujourd'hui sur Marseille. Et sur Marseille, on a aussi un gros problème en matière, alors on en parlait beaucoup sur Lyon, mais on a aussi un très gros problème de vidéoprotection. Mes collègues se plaignent d'avoir très peu de couverture de vidéoprotection sur la ville, et donc c'est compliqué pour élucider les affaires, c'est compliqué pour le travail du quotidien de nos collègues. Donc il y a aussi tout ce travail de vidéoprotection qui doit être accompli sur Marseille. Pour revenir sur les effectifs de police, est-ce que vous nous dites, donc on pourrait s'arrêter à ces chiffres-là, on est revenu à l'équilibre et on complète avec du matériel ou de la vidéoprotection, ou est-ce qu'il faut plus d'effectifs, et selon vous, jusqu'où faudrait-il monter pour pouvoir essayer de remédier à ces problèmes d'insécurité ? Il faut plus d'effectifs, parce que si on revient juste aux effectifs de 2017, depuis 2017, la charge missionnelle a augmenté. La charge missionnelle, c'est toutes les missions qui sont demandées aux policiers. Il y a bien sûr toujours justement la lutte contre le terrorisme. Vous savez, les priorités de la police qui sont énoncées régulièrement par le ministre, c'est un chapelet. Donc vous avez les violences faites aux femmes, les violences
violences intrafamiliales, la lutte contre les pointes de deal, vous avez la lutte contre les stupéfiants, maintenant la lutte contre les violences aux personnes qui sont en perpétuelle augmentation. Et donc, et puis vous avez la population, la démographie, la population qui augmente. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas rester sur des standards en nombre de personnel d'il y a 5-10 ans. En fait, il n'y a pas d'adaptation malheureusement en France entre la démographie qui galope et les forces de sécurité. On pense toujours qu'avec le président de la République pense qu'avec la French Tech, ce qu'il défend, et les algorithmes, on va réduire, on va pouvoir être efficace sur la sécurité. Pas seulement parce que même si vous développez, et on a besoin plus de vidéoprotection, il faut des personnels de police municipale dans les centres de supervision urbain pour traiter, parce que si vous avez de l'information qui remonte mais qu'elle n'est pas traitée, ça ne sert à rien. Et puis ensuite, il faut occuper le terrain. C'est comme sur les rodéos, on en parlera. Si vous n'avez pas de présence continue sur la voie publique, eh ben la nature a horreur du vide. Donc le terrain, il est repris soit par des bandes, soit par des trafiquants, soit par des délinquants, comme sur le trafic de cigarettes. François Barsani, le lien humain, il faut le retisser dans ces quartiers. On a une chance d'arriver à le retisser. On sait aussi que nombre de ces délinquants ne le souhaitent pas. En fait, c'est une question de volonté politique, donc de volonté politique et d'idéologie. Le problème, c'est que nous sommes toujours entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire à chaque changement de gouvernement, il y a des politiques parfois différentes, même sur l'emploi des forces de l'ordre. En effet, sous Nicolas Sarkozy et même François Hollande, en fait, ils ont opté pour une projection de la police. C'est-à-dire que la police a été retirée de territoire, à savoir on a fermé des commissariats de quartier, des commissariats de secteur, on a fermer même des vrais commissariats en Ile-de-France et ailleurs. Il y a des départements qui ont été lourdement impactés comme la Seine-et-Marne, comme l'Essonne ou comme les Yvelines en Ile-de-France, avec des fermetures de la moitié parfois des commissariats. On a construit des grosses bases et puis on avait l'idée de les projeter lorsqu'il y avait quelque chose. Mais on a perdu du coup l'occupation du terrain du quotidien, on a coupé la remontée de l'information puisque nous ne sommes plus en permanence dans ces terrains, donc on n'a plus ces contacts avec les bailleurs, on n'a plus ces contacts avec la majorité silencieuse de ces quartiers qui, elle, n'a pas sombré dans la délinquance. On est toujours sur une minorité délinquante. Et Vous diriez qu'on a favorisé l'abandon de ces quartiers? Mais pas qu'au niveau police. Après, on peut l'observer aussi avec la fuite organisée par l'État des services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du personnel soignant libéral qui n'ose plus venir faire des soins dans certains quartiers. Je ne vous parle même pas des organismes sociaux qui ont disparu, que ce soit au niveau impôt, au niveau sécurité sociale, au niveau poste. Donc aujourd'hui, on paye la note. Alors oui, comme le disait Alexis, en effet, pour recruter un policier, il faut 1 an, rien que pour les épreuves du concours, 1 an de formation. Donc en gros, il faut 2 ans. Mais ça, c'est tout à fait faisable. On a repoussé en plus la durée de scolarité. Elle était de 8 mois. On s'est aperçu des méfaits de réduire la formation. Donc on est revenu sur 12 mois. Mais c'est pas un problème. Dans 2 ans, on pourrait avoir autant de policiers qu'on veut. Mais pour avoir autant de policiers qu'on veut, il faut recruter des formateurs. Il faut recréer des nouvelles écoles de police qui avaient été fermées en même temps, lors de la RGPP, puisque comme on supprimait un fonctionnaire sur 2, on s'est dit c'est pas la peine de garder des structures de formation. Donc on ferme les écoles de police. Résultat, le président a voulu recréer une académie de police. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera créée, c'est à Montpellier, d'après les annonces. Mais en fait, on est en permanence en train de défaire ce qu'on a refait. Mais ça, c'est un problème de politique publique globale. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vision long-termiste de la politique de sécurité, entre autres, mais ça pourrait être pareil dans le soin, dans la santé ou dans l'éducation. En fait, il y a toujours cette idée, un peu avec le fonctionnaire bashing, qu'en fonction des pouvoirs politiques en place, un fonctionnaire, ça coûte cher, il faut le payer, il faut lui payer à sa retraite. Mais parfois, là, quand le vernis craque et qu'on se rend compte que, et à la justice, et à l'éducation, et à la santé, et dans la police, eh bien, on n'a plus suffisamment de fonctionnaires, là, parfois, en effet, on est au pied du mur. Et pour grimper le mur, il nous faut un peu d'élan. Et là, le problème, c'est qu'on manque d'élan. François Barsani. Le nombre de crimes et délits, de toute façon, augmente de façon systématique d'année en année depuis, on va dire, 2010. Depuis 2010, on est passé un peu plus de 3 millions aujourd'hui à 3 800 000. Donc, de toute façon, on voit bien qu'il y a eu des alternances politiques et que, bien qu'avec toutes ces alternances, eh bien, on n'a pas endigué les phénomènes la montée des actes de délinquance. Quand on parle des RICS, il y a des augmentations significatives chaque année de RICS. Il y a des augmentations significatives dans les rodéos,
rodéos, il y a des augmentations significatives dans les violences envers les forces de l'ordre. Donc le pouvoir ne peut pas tout, mais en tout cas, il y a quand même une obligation de moyens à minima. S'il n'y a pas l'obligation de résultat, et encore, on pourrait, dans un monde idyllique, espérer une obligation de résultat. Et l'obligation de moyens, alors elle passe pas que par plus d'argent, plus de personnel, mais parfois c'est indispensable, mais c'est aussi par mieux de police, mieux de justice. Et c'est vrai qu'en matière de police et de justice, il faut quand même rappeler que la justice aujourd'hui, c'est quand même 4% seulement des fonctionnaires de la fonction publique, hein, sur 3 millions. Ça représente 4% le nombre de fonctionnaires de la justice. Et le ministère de l'Intérieur, c'est 15%. Donc on est quand même sur des taux très bas. Oui. François Bersani, combien d'enfants blessés, combien d'enfants peut-être tués pour qu'on arrive à mettre fin à ce fléau des rodéos urbains? J'aimerais vous dire aujourd'hui, Barbara Klein, qu'à partir de la semaine prochaine, tout va changer et que ce serait la dernière fois qu'on aborde ce sujet. Mais je sais très bien, par expérience, que nous redébattrons encore de sujets tels que celui-ci, comme sur les violences envers les forces de l'ordre, comme sur les rixes entre bandes. Malheureusement, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un changement de paradigme en matière de politique publique de sécurité et de justice, on va débattre, mais ça reste un peu stérile, parce que là, les faits de rodéo sont en augmentation. Les derniers chiffres communiqués, c'est à peu près un peu plus de 23 000 en 2020, un peu plus de 26 000 en 2021. Donc voilà, 45 000 faits sur les 2 dernières années. Alors tous les rodéos, heureusement, ne sont pas suivis de blessures graves ou du décès, mais on a déjà eu des décès, on a déjà eu des blessures graves, aussi de personnes âgées, hein, ou de personnes moins âgés. C'est là, tout le monde est égal, tous les citoyens sont égaux devant les rodéos. Le problème, c'est que ce phénomène des rodéos a beaucoup été esthétisé ces dernières années. C'était parfois considéré comme un sport, c'était considéré parfois comme de l'art, puisque certains veulent essayer de renouveler le Fast and Furious, où on a même un film qui encense la pratique du rodéo, quand même, au Festival de Cannes, et qui explique que le seul moyen d'expression des jeunes de quartier, ce serait parce qu'ils ne sont pas écoutés, hein, et puis ils sont violentés par la police. C'est en train de devenir un loisir, une occupation pour des jeunes désœuvrés dans les quartiers? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, certes, certains sont désœuvrés, mais certains ont un métier la semaine, mais ils ont besoin de se retrouver. Et puis pour se retrouver, avant, éventuellement, on jouait au foot, avant, on avait des sports plus paisibles. Aujourd'hui, on enfourche un deux roues dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas de toute façon les capacités. Et puis, on va faire des exhibitions parce qu'on est filmé sur TikTok, parce qu'on est filmé sur Snapchat, parce qu'on veut faire le cador devant ses copains. Et puis, finalement, le rodéo tue. Le rodéo tue. Aujourd'hui, on a une peine d'emprisonnement qui n'est jamais prononcée. Hein. La peine des 1 an d'emprisonnement pour rodéo n'est jamais prononcée. Pourtant, il y a 700 interpellations à peu près par an. On a senti que l'accent avait été mis. Oui, le printemps dernier, Gérald Darmanin a demandé au préfet d'être bien plus sévère sur ces... Le ministre de l'Intérieur dit on va refaire 10 000 opérations ce mois-ci. Sauf que interpeller des auteurs de rodéo, il ne suffit pas de se mettre à un carrefour et de tomber sur des auteurs de rodéo. En plus, il nous faut des moyens, puisque le meilleur moyen pour interpeller des auteurs de rodéo, ce sont les motocyclistes de la police nationale ou de la gendarmerie qui, eux, peuvent suivre, circuler partout. Quand on est en véhicule automobile derrière des auteurs de rodéo, déjà, on n'accède pas à beaucoup de terrain. Et en plus, on a des circulaires en France qui nous interdisent de prendre en charge ces véhicules pour éviter des dommages collatéraux. Donc on a plein de verrous juridiques et de verrous matériels qui nous empêchent d'être efficaces dans cette lutte contre les rodéos pour l'instant. On l'entend, on en revient aux questions qu'on se posait tout à l'heure sur aussi l'offre qu'on propose à la jeunesse pour tenter de la dévier de la délinquance ou de comportements dangereux, aussi bien pour leur propre vie que la vie des autres. Alors moi, Barbara Klein, je ne vais pas verser de larmes de crocodile, hein, parce que j'ai envie de dire c'est les risques du métier. Hein, quand on prend des risques déjà pour autrui et pour soi-même, on doit les assumer, surtout là que ce sont que des dommages entre 2 auteurs de rodéo. Donc peut-être que ceux-là attendront avant de recommettre. Et pareil, quand le maire commence à se poser des questions sur l'occupation des jeunes, moi j'en ai un peu assez toujours de la fameuse excuse sociologique, alors ou sociologique, ou de trouver des causes dans le manque
manque d'équipement, d'infrastructures des collectivités locales. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des villes en France, et d'ailleurs, pour revenir sur ce que disait Alexis, la preuve, c'est qu'il n'y a pas que des rodéos urbains, il y a du périurbain, il y a du rural, il y a du rodéo campagnard. Alors, quand ça peut se faire dans des champs, c'est mieux, mais c'est pas très amusant pour eux. Non, il faut arrêter toujours de dire ils n'ont pas suffisamment de MJC, ils n'ont pas suffisamment de centres de quartier. Alors bon, c'est pour ça, vous comprenez, ils font du deal, ou alors pareil sur l'emploi, c'est difficile de trouver un emploi, alors le deal c'est plus facile. Je pense qu'à un moment, il faut mettre les points sur le i. Je pense qu'il faut que la foudre tombe au niveau pénal. Tant qu'on ne... Moi, je pense à la vertu de l'exemple. Je ne pense pas à la vertu de la dissuasion, mais je pense que tant que la justice ne sera pas ultra sévère et appliquera la loi telle qu'elle est, à savoir 1 an d'emprisonnement sans individualisation de la peine, Alors, je sais, tous les juristes vont me dire c'est impossible, monsieur Bersani. En France, il y a la personnalisation de la peine, l'individualisation de la peine. C'est ce qui permet de passer de 1 an d'emprisonnement prévu au code pénal à rien du tout. Bon, après, on peut continuer avec ce modèle, mais je pense que tant qu'on ne reviendra pas sur ce modèle, avec des peines en effet incompressibles, on n'aura pas de solution. Alors justement, on va faire le point sur... Voilà, donc Simon, c'est juste une application plus ferme des peines, 1 an de prison, 75 000 € d'amende, des peines qui peuvent aller plus haut quand on atteint à la vie, notamment d'agents de police ou de... Ne sombrons pas dans la tentation française de toujours vouloir rajouter une loi à une autre loi et donc alourdir le millefeuille. J'aime beaucoup le millefeuille en pâtisserie, mais pour nous, les policiers, ça devient indigeste. Donc un fait divers, une loi, je veux bien que les ministres du coup donnent leur nom à la loi, c'est très important aussi, mais en tout cas on a juste besoin que les lois actuelles existent. Et quand vous avez dit, Barbara, qu'on avait durci la loi en 2018, en fait il n'y avait pas d'infraction avant autonome de rodéo, ça n'existait pas. Donc c'est même pas on a créé cette infraction autonome. Avant, les policiers ou gendarmes étaient obligés de biaiser. On cherchait la mise en danger délibérée d'autrui, on cherchait le refus d'obtempérer, la circulation à vitesse excessive. Il n'y avait pas cet outil qui permettait de pénaliser proprement le rodéo. Maintenant, ça existe. Il y a une peine d'amende et une peine de prison, mais elles ne sont pas appliquées. Donc, c'est toujours le même serpent de mer. On prévoit dans un beau livre rouge qui s'appelle le Code pénal des peines, mais elles ne sont pas appliquées. La fin pour François Bersani. Oui, je ne rentrerai pas dans la géopolitique et les conflits sino-américano-français, mais en tout cas, sur la forme du tweet de Jean-Luc Mélenchon, et nous, au niveau syndicat de police, on est plutôt... agréablement surpris de voir que Jean-Luc Mélenchon peut tweeter sur autre chose que les forces de sécurité. Il peut ne pas stigmatiser en nous traitant de factieux, de barbares et de dire que nous tuons. Donc on découvre quand même de nouveaux horizons chez Jean-Luc Mélenchon. La mouche a changé d'âne, donc on s'en félicite.